En 6 ans de pouvoir, Emmanuel Macron a littéralement cramé la caisse. Après le Covid et sa politique aussi liberticide qu'exorbitante, vous payez à présent cash l'incurie de nos dirigeants dans le secteur énergétique. Les amis d'Emmanuel Macron ont fait entrer la France dans un marché européen pour détruire notre compétitivité. Ils vous ont fait ensuite payer des éoliennes polluantes et fabriquées en Chine pour fournir à peine 6% de notre énergie. Et cerise sur le gâteau, ces fous de Bruxelles ont ensuite édicté des sanctions délirantes contre les énergies russes, sans résultat pour la paix, mais en nous privant de gaz et donc d'électricité à prix abordable. Toute honte bue, ces lumières ont ensuite menacé les Français de coupures d'électricité s'ils ne faisaient pas preuve de sobriété énergétique. Et pour couronner le tout, alors que le pays sombre, le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, a trouvé le temps de publier un roman au relent pornographique, le tout salué par la presse du système à la botte du pouvoir. Ils sont indécents, ils mentent et ils se paient notre tête. Avec ces pieds nickelés toxiques, les artisans crèvent, les entreprises ferment et la facture d'électricité de TVL a quant à elle été multipliée par 6. Cette clique met en péril notre survie et ces liens que nous avons tissés depuis 10 ans ensemble. Grâce à son indépendance, grâce à vous, TVL incarne pourtant l'alternative à l'information suffocante des médias du système. En finançant TVL, vous participez activement au contre-pouvoir, alors aidez-nous, financez TVL et soyez acteurs du changement. Je compte sur vous. Bonjour et bienvenue dans Passé Présent, l'émission historique de TVL, présentée en partenariat avec la revue d'histoire européenne. Nous sommes à Rome le 21 septembre 1870. Il est 10h du matin et le soleil est déjà bien haut dans le ciel de la ville éternelle. Une petite troupe armée est alignée devant le Vatican pour un dernier défilé. D'une fenêtre du palais, le Saint-Père leur adresse sa bénédiction. La colonne se met en marche pour sortir de Rome pour la dernière fois. Au combat, ces hommes n'ont rien lâché et les honneurs leur sont rendus par la troupe italienne. Résonne alors le cri, pour la dernière fois leur cri de guerre, « Vive Pie IX, vive notre roi !» Puis, ils sont désarmés. Les derniers à se séparer de leurs armes sont des soldats parlant français, vêtus d'un drôle d'uniforme, d'une veste boléro bleue, décorée d'arabesques rouges tressées et d'un pantalon arabe très large, le sarouel. Ces soldats sont les zouaves pontificaux. Mais qui étaient ces zouaves pontificaux, ces soldats du pape? C'est ce que nous allons découvrir avec notre invité Antoine Bruneau. Antoine Bruneau, bonjour. Bonjour. Vous êtes un spécialiste des conflits du 19e siècle et du 20e, et vous avez dirigé durant plus de 10 ans le musée de Loigny-la-Bataille, dans l'Eure-et-Loire. C'est un musée consacré à la bataille du même nom qui se déroula le 2 décembre, encore un 2 décembre, 1870. Et vous êtes l'auteur de divers ouvrages, dont le journal d'un collabo ordinaire, paru en 2018 chez Jourdan, de Bazaine entre culpabilité et innocence en 2020, toujours chez Jourdan. Mais aujourd'hui, vous êtes venu nous parler de ces zouaves pontificaux que j'évoquais dans mon introduction. Vous avez d'ailleurs écrit un livre, Frédéric de Saint-Cernin, Zouaves au service du pape roi, aux éditions Jourdan. Alors, avant de découvrir qui étaient ces fameux zouaves du pape, replaçons-nous dans le contexte de l'époque, cette Italie du milieu, pile le milieu du 19e siècle. Nous sommes en 1846, quand est élu pape le cardinal Ferretti. Quel est l'État, pape sous le nom de Pie IX, quel est l'État? L'Italie ressemble à quoi à l'époque? L'Italie, c'est une constellation de petits États.
L'Italie est morcelée. L'Italie, comme nous la connaissons aujourd'hui, en fait, va naître de ce risorgimento, comme disent les Italiens. Donc, en fait, de cette guerre d'unification d'Italie qui va être menée principalement par le Piémont-Sardaigne, dans le but d'unifier l'Italie, mais bien sûr de l'unifier autour de lui, autour du roi de Piémont-Sardaigne, pour créer cette Italie. Piémont-Sardaigne qui est le royaume le plus puissant à l'époque ? Pas forcément le plus puissant, mais certainement le plus volontaire dans l'unité italienne. Nous sommes, comme vous venez de le dire, au milieu de ce 19e siècle, et replaçons-nous même quelques années avant, lorsque Napoléon est entré en Italie, lorsque les troupes françaises ont pénétré l'Italie, les officiers français ont amené également avec eux la franc-maçonnerie. Et dans les différentes villes, les premières choses qui ont été mises en place, ce sont des loges maçonnes dans lesquelles vont naître l'idée de cette unification italienne. Ils prendront le nom de Carbonari et petit à petit, donc dans toutes les villes italiennes vont essaimer et vont avoir donc ces loges maçonnes avec cette volonté. D'accord. Donc au milieu de tous ces petits États, il y a les États pontificaux, les États du pape. Tout à fait, la partie centrale. C'est toute la partie centrale, enfin une bande centrale, ça coupe l'Italie en deux. Voilà, tout à fait, ça coupe véritablement l'Italie en deux, avec Rome comme capitale. Ouais. Rome au centre, et tout autour, toutes les marches, donc de l'Adriatique à la mer Méditerranée, tout cela, ce sont les États pontificaux. Bien. Et donc le pape est élu en 1846, c'est un jeune... Très jeune pape. 50 et quelques années. Oui. Il prend le nom de Pie IX et là il est retrouvé, il est confronté donc à ce risorgimento. Est-ce que le pape se sent menacé par cette idée de l'unité italienne ? En 1846, non. En 1848, il est chassé de Rome par une révolution interne à la ville. Là, oui. Il part à Gaète, il s'installe donc dans ce royaume des deux Siciles. Il y a besoin d'une intervention des troupes françaises, autrichiennes et espagnoles pour le rétablir sur son trône en 1849 avec l'expédition, la première expédition française en Italie, donc le siège de Rome, ce qu'on appellera le siège de Rome. Il est rétabli sur son trône et à partir de ce moment-là, il a un doute. Il a un doute, mais il va lui falloir encore 10 ans pour se rendre compte qu'il ne pourra plus faire appel aux princes chrétiens d'Europe, à cette Europe chrétienne, pour le défendre. Donc il va avoir va naître chez lui la nécessité de créer une armée. Une armée. Parce qu'avant, il n'avait pas de... Il y avait quoi, les fameux gardes suisses ? Il y avait les fameux gardes suisses, une gendarmerie, quelques troupes qui étaient plus des troupes de parade et de garde de sa propre personne, plutôt que des troupes chargées de protéger des États. Et donc, en cas de besoin, il faisait appel à des puissances, des puissances étrangères. Alors, donc, il se sent menacé. Oui. Il pense qu'il va être la cible de qui du futur roi d'Italie Voilà, du futur roi d'Italie, mais qui utilise de façon très intelligente Garibaldi, avec ses troupes révolutionnaires qui fomentent petit à petit et qui aident à l'unité italienne pour Victor Emmanuel. Donc il décide de constituer une armée. Exactement. J'imagine que ça ne se crée pas du jour au lendemain. Comment s'y prend-il ? Il va chercher un général français, connu, mais paradoxalement connu pour être un grand catholique, mais connu également pour être républicain. C'est le général Juchot de la Morissière, qui est connu dans notre histoire nationale pour la conquête d'Algérie, pour la prise de la Casbah d'Alger. Par la suite, il a été également ministre de la guerre. Et il fait appel donc à Juchot de la Morissière pour constituer son armée. Juchot de la Morissière, déjà, a beaucoup de problèmes pour obtenir son passeport, pour aller à Rome. Il finit par l'obtenir, il arrive à Rome... Et il a cette entrevue avec le pape. Le pape lui donne quelques directives sur la constitution de cette armée. Déjà, ne pas faire appel à la conscription. Oui. Ce qui est un problème. Faire appel exclusivement au volontariat. Mais lorsque, au nom du pape, vous faites appel aux volontaires, il y a un fort risque que ces volontaires arrivent du monde entier. Chacun avec sa propre langue. Et donc c'est ce qui va se passer. C'est ce qui va se passer. Entre guillemets, la publicité se fait comment ? La publicité se fait
Alors, on espère qu'elle va se faire par les évêques. Et on se rend compte que finalement, beaucoup d'évêques traînent la patte. Donc, par voie de presse. Ouais. Et puis, par le bouche à oreille, on essaie de rameuter des gens donc à venir à Rome pour constituer cette armée. On espère faire venir des officiers, de l'encadrement, et puis également des troupes. Parce que la Mauricia s'entoure d'un état-major international, d'un état-major purement français ? Non. Alors, il y a déjà des officiers qui sortent de la garde suisse, donc des officiers suisses. Ensuite, il va y avoir des officiers qui ont été formés notamment au royaume des deux Siciles. Donc là, on va commencer à avoir des officiers, notamment des officiers français. Et puis, effectivement, au fur et à mesure, vous allez avoir des officiers qui vont venir d'Allemagne, des officiers belges qui vont venir grossir cet état-major et constituer cet embryon d'armée. Et cet embryon d'armée, au début, il y a combien de... L'effectif est de combien ? Au début, c'est une toute petite armée qui restera d'ailleurs pendant toute sa durée, une toute petite armée, puisqu'on compte à peu près 10 000 hommes. Bien. Alors 10 000 hommes avec plusieurs nationalités, plusieurs langues, donc vous le soulignez, ça pose problème. Donc on fonctionne comment ? On les unifie ou au contraire on les sépare ? Juge de la Mauricière a cette idée de génie, c'est de constituer cette armée par unité linguistique. Donc les volontaires italiens, il les réunit pour en faire les régiments d'infanterie autochtones constitués d'Italiens. Commandés par des officiers Des officiers italiens, tout à fait, issus pour la plupart des écoles d'officiers du royaume des deux Siciles. Ensuite, vous avez des volontaires de langue allemande, donc on va créer les bersagliers autrichiens. Vous avez des volontaires de langue anglaise, on va créer le bataillon de Saint-Patrick. Et donc, vous avez... J'en déduis que ce sont plutôt des Irlandais ? Majoritairement des Irlandais. Et vous avez des volontaires qui viennent de France, ou en tout cas qui parlent le français. Et donc là, on crée le bataillon des tirailleurs franco-belges. Ça, c'est ce bataillon-là qui va nous occuper. Qui va nous intéresser. Au début, donc, combien d'hommes à peu près, ce bataillon ? Au début, 300 péniblement. D'accord. Et le recrutement, quel est le soldat type, il vient d'où ? C'est plutôt un aventurier, un idéaliste Alors, au tout début, il y a de tout. Il y a de jeunes soldats qui quittent les armées régulières, que ce soit l'armée belge ou l'armée française, pour venir s'engager. Là, on a plutôt affaire à des aventuriers. Il y a aussi de la noblesse qui entend s'engager pour combattre pour sa foi, comme leurs aïeux ont pu combattre pour leur pays. Et puis, vous avez de la bourgeoisie, et puis vous avez également le peuple chrétien, qui se met en marche également pour venir servir à Rome. Mais attention, là nous parlons que de 300 hommes au début. Et vous citez d'ailleurs dans votre livre une lettre de Frédéric de Saint-Sernin. Effectivement, il parle de ces plus beaux noms de France qui résonnent dans cette caserne. Et on rencontre à tout pas le marquis de X, un balai à la main, et le comte de X cirant ses bottes. Donc effectivement, cette aristocratie qui est plus habituée à commander se retrouve simple soldat ou sous-officier. Frédéric de Saint-Sernin, donc, qui est la base de ce livre, était capitaine dans l'armée française. Il arrive à Rome. Il n'y a pas d'équivalence de grade. Il n'y a pas d'équivalence de grade. Il arrive à Rome, tous les postes... Il était capitaine de cavalerie. Et tous les postes de cavalerie, d'officiers de cavalerie, sont déjà attribués. Donc il se tourne vers l'infanterie, et tous les postes d'officiers d'infanterie sont déjà pourvus. Donc on lui propose d'être simple zouave. Et il accepte. Et c'est cet exemple de ces hommes qui, finalement, se portent volontaires, quel que soit leur passé, et qui se retrouvent simples soldats pour défendre le pape. Est-ce qu'on peut parler de mercenaires ? Non. Non, parce que la plupart ne sont pas payés. Ils s'habillent sur leurs frais, ils s'arment sur leur propre denier, ils se logent eux-mêmes, bien souvent ils se nourrissent également sur leur denier. Non, ils ne sont pas payés, ce sont véritablement de simples volontaires. D'accord. Alors, très rapidement, donc à peine formés, ces soldats vont se retrouver confrontés aux troupes de Garibaldi. Exactement. Donc Garibaldi qui est dans le nord, mais qui veut aller au sud. Alors, en fait, ce n'est pas Garibaldi direct. Garibaldi
met en place l'expédition qu'on a appelée l'expédition des 1000, où grosso modo avec 1000 hommes, il conquiert le royaume des deux Siciles et qu'il va apporter à Victor Emmanuel. Victor Emmanuel, très finement, déclare par son ministre Cavour qu'il est dans l'obligation de traverser les États pontificaux pour mettre fin à l'avancée de Garibaldi. C'est bien évidemment un prétexte. Donc l'armée pontificale va s'opposer à cette entrée des troupes italiennes sur les États pontificaux, notamment dans la région de Castelfidardo. C'est là où va se dérouler la campagne de 1860 autour de Castelfidardo, de Notre-Dame de Lorette, d'Ancône, et où les zouaves pontificaux notamment vont s'illustrer pour la première fois au combat. Ça se passe comment ces premiers combats? C'est une journée. Il est évident que 300 hommes contre les régiments de l'armée italienne, ils ne vont pas faire long feu. Donc c'est un Cameron, c'est un Sidi Ibrahim, c'est cette geste des soldats français, comme le français c'est l'affaire, pour l'honneur, pour marquer. Et Cavour, donc ce Premier ministre de Victor Emmanuel, le sait bien. Et c'est effectivement toute la difficulté qu'il va avoir d'expliquer qu'il a dû tirer contre l'armée pontificale. Ce qui va mettre dans une difficulté Napoléon III, notamment, puisqu'il s'était engagé à défendre Rome contre toute unification, toute volonté d'unification de la part du ministre Cavour. Mais bien évidemment, il y avait eu la rencontre de Plombières entre Cavour et Napoléon III, où ils s'étaient mis d'accord tout de même sur la partition de l'Italie. Et c'est ainsi que nous allons récupérer le duché de Nice. Le duché de Nice. Alors donc cette journée, les troupes, les tirailleurs franco-belges se font étrier. Exactement. Qu'en est-il du reste des troupes pontificales? Même chose. Même chose. Une petite partie est enfermée dans la ville d'Ancône, sous les ordres du comte de Quatre-Barbes. Le comte de Quatre-Barbes est sur donc ses remparts d'Ancône et attend désespérément l'arrivée de la flotte autrichienne, flotte qui ne viendra pas. Jamais. Alors, donc la troupe se replie sur Rome, dans les États pontificaux, je suppose. Très peu. Il n'y en avait que 300, il en restait combien? À peine une cinquantaine arrivent à passer au travers des mailles du filet, entre ceux qui restent sur le champ de bataille, morts ou blessés, et puis ceux qui sont faits prisonniers. Donc Frédéric de Saint-Sernin, qui a cet humour du militaire, qui est gravement blessé à la tête, écrit à sa tante: « Ma très chère tante, durant toute ma jeunesse, vous ne cessiez de me dire que je devrais avoir un petit peu plus de plomb dans la tête. Rassurez-vous, les Italiens s'en sont chargés. » Voilà. Et il reste dans les hôpitaux, dans les ambulances qui sont montées autour de Castelfidardo, notamment à Notre-Dame de Lorette. Lorsque Cavour reçoit la liste des prisonniers, des blessés et des morts, il regarde le général qui lui apporte cette liste et lui dit: « Mais je vous ai demandé la liste des prisonniers blessés et morts, je ne vous ai pas demandé la liste des invités au bal de Louis XIV. » Parce qu'effectivement, c'est une partie de la noblesse de France qui est là. Oui. Alors, la troupe va se restructurer. Oui. Et d'ailleurs, ils vont prendre un nouveau nom, le nom qui nous intéresse, celui de zouave. Exactement. Est-ce qu'ils changent donc avec le fameux uniforme? Tout à fait. De zouave qu'ils avaient déjà auparavant? Oui. Alors, expliquez-nous, pourquoi on se met à les appeler zouaves, et deux, racontez-nous l'histoire de cet uniforme. Alors, l'histoire de l'uniforme est assez truculente. Juchot de la Morissière, lorsqu'il crée donc cette armée dont nous avons parlé, il le fait avec cette idée comme il l'a fait pour l'armée française. Chaque unité a sa spécialité. Les régiments d'infanterie de ligne, c'est de l'infanterie de lourde, c'est de l'infanterie de champ de bataille. Mais lorsque il crée une unité chargée de coups de main, de monter dans les montagnes autour de Rome, une unité un petit peu d'élite,
il les habille avec un uniforme dont il avait habillé une unité qu'il avait créée en Italie. En Algérie. Cette unité dans laquelle il y avait beaucoup de Wawa. Les Wawa. Cette tribu. C'est une tribu kabyle. Kabyle qui avait donné son nom aux Zouaves. Donc le gilet, le boléro, le sarouel, pour crapahuter facilement dans les montagnes. Et donc c'est en même temps c'est un uniforme qui est pratique. Qui est pratique, pour justement crapahuter. À la fois chaud, mais à la fois léger. Donc qui peut s'adapter aux températures. Ouais. C'est cet uniforme qu'il présente à Pineuf. Pineuf est assez dubitatif, notamment sur le pantalon. Et il regarde la Mauricienne, en général, ne trouvez pas que le pantalon est un peu trop mahométan. Donc, on remonte un petit peu le sarouel pour lui donner une coupe un petit peu plus occidentale. Et donc, rapidement, la population, même s'ils s'appellent les tirailleurs franco-belges, très rapidement, la population va les appeler Zouaves. Et lorsque l'on reconstitue cette unité en 1861, après donc la défaite de Castelfidardo, on la renomme directement Zouaves pontificaux, puisque tirailleurs franco-belges, finalement, personne ne les a appelés ainsi. Oui, c'est pas très vendeur. D'ailleurs, à propos d'être vendeur, est-ce que le recrutement continue malgré cette défaite? Est-ce que ça s'accélère? Justement, ça s'accélère. La défaite a fait beaucoup parler. Oui. Et là, les volontaires affluent. Ah oui. Très rapidement, on va pouvoir monter un bataillon de... Donc un bataillon, combien d'hommes? À peu près 1500 hommes. Il faut compter que sur l'intégralité de la durée, entre 1860 et 1870, il y a environ 11 000 hommes qui vont servir dans les Zouaves pontificaux. Et le reste de l'armée pontificale suit le même chemin Non, le bataillon de Saint-Patrick est dissous. Ouais. Alors, pour quelque chose qui fait toujours sourire, mais pourtant la Mauricière avait eu cette idée de génie de faire par unité linguistique. Mais dans le casernement, il crée cette unité de bataillon de Saint-Patrick par comté. Oui. Eh bien, c'est la guerre perpétuelle entre chaque comté. Parce que pourquoi est-ce que le comté X est au rez-de-chaussée et non pas au premier étage? Ça veut dire qu'on considère que le comté de X qui est au premier étage est supérieur au comté de Y qui est au rez-de-chaussée. C'est cloche-mère dans la caserne, quoi. Exactement. Donc, les survivants partiront. D'ailleurs, il faudrait un jour que nous parlions longuement des tirailleurs, des bataillons de Saint-Patrick, parce que une petite partie va basculer dans les Zouaves pontificaux et une majorité vont partir aux États-Unis et vont servir durant la guerre de sécession, paradoxalement du côté nordiste. Et notamment l'un de ces combattants sera l'aide de camp de Custer et mourra avec Custer à Little Bighorn. Des destins. Donc pendant quelques années, 5 ou 6 ans, la situation est à peu près calme. Voilà, c'est de la lutte contre les brigands, ce qu'on appelle la lutte contre le brigandage. C'est-à-dire, c'est davantage de l'occupation de villages, essayer un petit peu dans les montagnes au-dessus de Rome, de faire en sorte que les menées révolutionnaires ne se fassent pas trop sentir. C'est plutôt de la lutte anti-guérilla. Et la position de la France, elle a changé à cette période, c'est Napoléon III. Tout à fait. Très compliqué. Oui. Très compliqué. Napoléon III... Il aide d'un côté au début à l'unité. Tout à fait. Napoléon III reste fidèle quand même à ses amitiés de jeunesse, de ses amitiés Carbonari, mais il est marié. Il est marié. Et Eugénie est une profonde croyante qui n'entend pas que la France abandonne le pape. Donc on va envoyer des unités autour de Rome chargées d'assurer, si on pourrait dire, une sorte de gardiennage des États pontificaux. Mais on ne va pas beaucoup plus loin. Et alors, on arrive en 1867, et là, la pression des Garibaldiens se fait un peu plus forte. Oui, Garibaldi veut véritablement mettre un terme aux États pontificaux. Il enclenche une campagne contre l'armée pontificale, et là, l'armée française, par contre, n'a d'autre choix que de rentrer
dans le jeu et de soutenir l'armée pontificale. Ça va être la campagne de 1867, avec les différentes batailles comme Montana, Subiaco. Oui. La grosse bataille étant la bataille de Montana, qui est remportée par les zouaves pontificaux, soutenue par l'armée française. D'ailleurs, le général de Failly enverra une superbe lettre au ministère de la guerre français, puisqu'il venait tout juste de toucher les chassepots. Et il aura cette superbe phrase « Les chassepots ont fait merveille ». Ah oui, cette phrase date de... Eh oui. D'accord, ça date pas de la guerre de 70. Donc cette fameuse... avant d'arriver à cette fameuse bataille, on a quoi, des successions d'escarmouches ou... Oui, tout à fait, comme on le disait, ce sont de très nombreux escarmouches autour de Rome, dans les montagnes, pour essayer donc de pousser les troupes pontificales dans leur dernier retranchement, pour essayer de leur saper le moral. On essaie aussi, il y a de nombreux assassinats de zouaves pontificaux dans les rues, pour essayer de démoraliser la troupe. C'est véritablement une action de guérilla qui se... Et même à Rome, il y a des émeutes, voire des attentats. Tout à fait. Il y a notamment la caserne Siritori qui va exploser et dans laquelle de très nombreux zouaves vont mourir sous l'effet donc de ces troupes révolutionnaires qui sont rentrées petit à petit dans Rome et qui créent véritablement des nids de révolution au sein de la ville éternelle. Et alors, je voudrais que vous nous racontiez justement cette fameuse bataille de Montana. Elle se déroule où, quand et comment ? Elle se déroule à Montana, bien. Dans la plaine. Oui. Enfin, une plaine qui a quand même un léger surplomb. Et les troupes de Garibaldi entrent sur le champ de bataille et se fortifient. Les troupes françaises sont autour. Au centre du dispositif se placent les zouaves pontificaux. Charette, le futur général de Charette de l'armée française, oui, dont le nom résonne un petit peu dans l'histoire de France. Il est de la famille ? C'est le petit-neveu. C'est le petit-neveu. Le petit-neveu du Vendéen est là. Et cet homme, je ne sais pas si on considérerait aujourd'hui que c'était un très grand officier. J'en sais rien. C'était avant tout un meneur d'hommes. Ces hommes le suivaient n'importe où. Et ils l'auraient suivi, comme l'expression veut bien le dire, ils l'auraient suivi jusqu'en enfer, pour des zouaves pontificaux. Et c'est effectivement le cas. Il emmène ces hommes, et par 3 fois, il repousse les troupes italiennes. Par 3 fois, il repousse les troupes de Garibaldi, et finissent par entièrement les faire prisonniers. Garibaldi fuit, puisqu'il n'y a pas d'autre mot, le champ de bataille avec ses fils, sa petite escorte, et c'est la seule chose qui survit à cette bataille. Les zouaves pontificaux sont véritablement maîtres du champ de bataille en une journée, et en une journée qui clôt cette campagne de 1867, faute de combattants du côté garibaldien. Oui, mais est-ce que ça a changé les choses véritablement, ou ça, c'est juste un répit ? C'est un répit. C'est un répit. L'armée pontificale le sait. Pie IX le sait. L'armée italienne ne rentrera pas dans les territoires pontificaux tant qu'il y aura l'armée française qui sera présente. Si on pouvait faire un petit lien avec ce qui se déroule de nos jours, on sait très bien que l'armée russe ne rentrera pas dans les États baltes tant qu'il y aura un bataillon OTAN qui... C'est exactement la même chose. Les Italiens ne rentreront pas. Garibaldi n'arrivera pas à monter suffisamment d'hommes pour concurrencer l'armée pontificale. Donc nous en sommes dans un statu quo, tant que l'armée française est là. Parce que cette armée, ces zouaves pontificaux sont armés par qui ? Sont armés par l'armée française. Vous parliez de chassepots tout à l'heure. Pas du tout. On a acheté des chassepots à l'armée française ? Pas du tout. Alors, ils n'ont pas eu de chassepots, les zouaves pontificaux. Eux, ils avaient des Remington Rolling. Ce sont les chassepots de l'armée... Oui, c'est les chassepots de l'armée française qui ont fait merveille. Non, vous aviez de par le monde ce que l'on appelait des comités Saint-Pierre,
qui levait des fonds pour équiper et armer l'armée pontificale. Notamment donc une firme qui est connue et qui a quasiment fait faillite parce qu'elle a donné plus que vendu à l'armée pontificale ses fusils, c'est la firme Nagant belge. Alors la politique française va changer parce que en 1870 c'est la défaite française, c'est Sedan, c'est la chute de l'Empire. Oui. Donc là, la politique française... J'aurais tendance à dire qu'elle n'a même pas le temps de changer. Ah, pas le temps. Parce qu'en fait, lorsque la déclaration de guerre est mise sur pied, est déclenchée, et lorsque les campagnes commencent véritablement, l'armée française rappelle ses troupes, la France rappelle ses troupes qui sont à Rome. Elle rappelle avant la défaite avant Sedan, d'accord. Donc, ces troupes partent déjà. Victor Emmanuel, n'ayant plus de troupes françaises en face de lui, équipe et met sur le pied de guerre véritablement l'armée italienne. L'armée pontificale se retranche en Rome, sachant que ça va être le baroud d'honneur. Pie IX leur donne même l'ordre d'arrêter le combat au premier sang. Alors comment se passe cette première journée je disais la date tout à l'heure. Du 20 septembre, 20 et 21 septembre 1870. Oui. Bien, Pie IX donne cet ordre. Alors, on arrête de combattre au premier sang. Pour ceux qui connaissent un petit peu Rome aujourd'hui, autour de Rome, donc il y a des murailles, des murailles qui n'existent. Enfin, il y a encore des parties. Voilà, il y a encore des petites parties, oui. Donc on se retranche. La ville est fortifiée. Voilà, la ville est fortifiée. Et au sein de la ville, le Vatican. Le Vatican, son centre quasiment, et véritablement on termine de fortifier la ville. L'armée pontificale s'enferme dans la ville et on attend. Et on attend parce qu'il y a un ultimatum qui est donné. Non. Mais on sait on sait que les Italiens vont franchir la frontière et vont monter jusqu'à Rome. Donc on les attend. C'est ce qu'ils font. Voilà. Ils ne rencontrent aucune résistance. Aucune résistance. Charette prévoit même un plan d'évacuation du Saint-Père jusqu'à le port de Civitavecchia. Puisqu'il reste quand même 2 bateaux français de la marine française dans ce port. Et Charette a l'espoir d'évacuer Pie IX jusqu'à Civitavecchia pour prendre un bateau et fuir et ne pas être fait prisonnier. Pie IX refuse. Oui. Il ne quittera pas Rome. Et c'est à ce moment-là qu'il donne l'ordre aux oives pontificaux, notamment et à toutes les troupes, d'arrêter de combattre au premier sang. Alors comment ça se passe ? Ça se passe pas tout à fait comme ça. Parce que ces hommes ne sont pas prêts à se rendre sans combattre. Leur honneur l'exige. Même si Pie IX leur a donné l'ordre, ils comptent se sacrifier. Lorsque les troupes italiennes arrivent, le gros de l'attaque va se porter sur la Porta Pia, qui existe toujours aujourd'hui. Et on voit toujours d'ailleurs la brèche qui a été faite par les troupes italiennes pour rentrer dans la ville éternelle. Les combats ont lieu là. À l'époque, c'est quoi ? C'est de l'artillerie ? C'est de la sape. C'est de la sape ? C'est de la sape, de l'artillerie, mais principalement de la sape. Les murailles finissent par tomber, cette brèche est faite. Les troupes italiennes rentrent dans Rome. Quelques combats ont lieu, mais on finit par suivre l'ordre de Pie IX. Les armes sont déposées. Oui. Et on attend le lendemain, donc là ça se déroule le 20 septembre, et on attend le 21 septembre véritablement pour rendre les armes et quitter la ville éternelle. Donc c'est la petite scène que je décrivais au début. Pouvez-nous la replacer dans le contexte ? Il y a une grande émotion. Très grande émotion. Il n'y a pas que les oives. Hein. Non, c'est toute l'intégralité de l'armée pontificale. L'artillerie, la cavalerie, les régiments d'infanterie, tout. Seuls ont le droit de rester autour du pape, la gendarmerie pontificale et les gardes suisses. Et on va cantonner le pape dans ce qui est aujourd'hui le Vatican, la cité du Vatican. Les troupes sont sur la place Saint-Pierre, en unité constituée. Vous imaginez cette émotion.
pas un bruit sur cette place. Ce n'est pas une veillée d'armes, puisque c'est la fin, justement, des armes. Et unité par unité, on passe devant le pape, qui les bénit. Donc, qui est au fameux balcon? Tout à fait. Qui les bénit. Et on sort de Rome. Et c'est là qu'il dépose les armes? Tout à fait. Et nos braves zouaves pontificaux sortent, donc comme nous le disions tout à l'heure, avec une majorité de Français. Et la première personne qui les accueille à la porte, c'est l'ambassadeur de Prusse auprès du roi d'Italie. Imaginez ces hommes, ces Français qui viennent de combattre pendant 10 ans pour leur religion, pour le pape, qui savent très bien ce qui se passe en France. La première personne qu'ils voient, c'est l'ambassadeur de Prusse. Autant vous dire que ça les met en joie. Et alors qu'est-ce qu'ils deviennent ensuite? Ils quittent l'Italie par leurs propres moyens? Ils sont rapatriés? Ils sont rapatriés. Justement, ces 2 bâtiments de la marine française qui étaient à Civitavecchia. Donc les volontaires français sont envoyés sur Civitavecchia, embarquent, débarquent à Toulon et attendent. Ils ont l'espoir d'être pris dans l'armée française en unité constituée pour aller combattre. Mais le gouvernement de Gambetta n'a pas franchement envie, alors qu'ils essaient désespérément d'instaurer la République, n'ont pas franchement envie d'avoir une troupe de catholiques menée par un Charette dans leur armée. Mais Gambetta finit tout de même par accepter, si je puis dire, faute de combattants. Donc il accepte cette unité, à condition qu'ils changent de nom. Ils seront rebaptisés Légion des volontaires de l'Ouest, parce qu'on imagine que leurs bassins naturels de recrutement vont être les régions de l'Ouest de la France. Et ils vont combattre pendant toute la partie de ce que l'on appelle la guerre républicaine de 1870-71 sur les champs de bataille de l'armée de la Loire. En restant en unité constituée. En restant en unité constituée. C'est vraiment les mêmes camarades. Avec leur uniforme. On garde cet uniforme des zouaves pontificaux. Dans l'armée française, il y avait aussi des zouaves. Il y avait aussi des zouaves. Qui n'étaient pas forcément des mêmes couleurs, mais c'était à peu près les mêmes... Voilà, c'était grosso modo le même uniforme. Bon, le pantalon était rouge, le boléro était bleu nuit, mais là, on les accepte. Légion des volontaires de l'Ouest, qui va monter tout de même jusqu'à 10 000 hommes. Ah oui. Donc ils vont combattre notamment... Ils s'illustrent... Notamment le 2 décembre 1870, sous les ordres du général de Sonis, à la bataille de Loigny, derrière la bannière du Sacré-Cœur. Ils s'illustreront quelques semaines plus tard également à la bataille de Mans, sur le plateau d'Auvour. Et lorsque la guerre sera terminée, l'armée française proposera au général Charette d'enrégimenter ces hommes en prenant le nom de 4e régiment de zouaves dans l'armée française, et Charette refusera, en disant non, nous devons rester disponibles si le pape fait appel à nous. Donc, le 15 août 1871, la Légion des volontaires de l'Ouest est dissoute, et les hommes repartent dans leur foyer. Le drapeau est conservé et... La bannière sur laquelle ils ont chargé à la bataille de Loigny est conservée. D'accord, mais la mémoire de ces volontaires, est-ce qu'elle est conservée par un régiment français aujourd'hui? Aujourd'hui, non. Non. Aujourd'hui, non. Seuls des musées conservent cette mémoire. Dont le fameux musée de Loigny. Dont le fameux musée de Loigny-la-Bataille, que j'encourage tous les téléspectateurs à aller le visiter. Et en Italie, au Vatican, il reste quelque chose? Au musée Saint-Ange. Alors, pas au Vatican, mais au musée Saint-Ange, il y a également donc une survivance de cette mémoire des zouaves pontificaux. En Belgique, au musée de l'armée à Bruxelles, il y a 2 énormes, et je tiens vraiment à dire, de voir presque 3 énormes vitrines qui sont consacrées aux zouaves pontificaux. En Hollande, il y a un musée également qui leur est consacré à Oudenbosch. Et il y a toujours une survivance, parce que figurez-vous que le régiment des zouaves pontificaux existe toujours. Au Canada. Au Canada. Et pour les plus jeunes d'entre nous, enfin plutôt les plus âgés, qui se souviennent du voyage de Jean-Paul II au Canada dans les années 80. Lorsqu'il descend l'avion, on voit une troupe un peu particulière en train de lui présenter les armes. C'est le régiment des zouaves pontificaux canadiens. Bon.
Eh bien écoutez, merci pour ce récit passionnant, cette épopée des zouaves pontificaux. Je rappelle votre ouvrage Frédéric de Saint-Cernin, Zouaves au service du pape roi, aux éditions Jourdan. Antoine Bruno, merci. Merci à vous. Vous allez maintenant retrouver la petite histoire de Christopher Lahn. Alors avant, n'oubliez pas de cliquer sur le pouce levé sous la vidéo et de vous abonner à notre chaîne YouTube. Merci, à bientôt. Aujourd'hui, on va parler de Napoléon, enfin de Bonaparte. Eh oui, mais c'est pas ma faute si cette période de l'histoire de France concentre tout un tas de trucs de dingue, c'est pas ma faute. Et on va parler précisément de la campagne d'Italie qui a été menée donc par le général Bonaparte et qui a été une campagne éclair menée de main de maître en 18 mois et qui l'a propulsé de simple général, un peu connu, à vraiment homme de grande popularité, et ce fut l'une des premières marches de l'escalier qui le conduira jusqu'au pouvoir. Alors tout d'abord, la campagne d'Italie, elle s'insère dans un cadre bien particulier. Nous sommes en 1796, la France révolutionnaire fait face à toute l'Europe, à la première coalition, l'Angleterre, la Russie, l'Autriche, la Prusse, etc., comme d'habitude. Sauf que cette fois, la France est en position de force, elle a réussi à imposer ses vues et à se faire respecter de ses adversaires, elle a réussi à occuper toute la rive gauche du Rhin, la coalition est affaiblie, reste l'Autriche récalcitrante, et il faut imposer la puissance française à cette Autriche. On prépare donc un plan d'attaque conçu par Carnot. Carnot, c'est la tête pensante stratégique du directoire de l'époque. Il conçoit une offensive en Allemagne, qui est l'offensive principale de son plan, et une offensive en Italie. Mais à la base, cette offensive d'Italie, cette armée d'Italie menée par Bonaparte, était censée être une simple opération de diversion. Ainsi, le 2 mars 1796, Bonaparte est nommé commandant de l'armée d'Italie, mais il sera, vous le savez, bien plus qu'un commandant. Il faut dire aussi qu'il dispose de belles cartes dans son jeu. On a dit qu'il avait reçu une armée en lambeaux, c'est pas tout à fait vrai, elle est un peu affaiblie après 4 ans de conflit, mais il dispose néanmoins de belles cartes dans son jeu, comme le fait d'avoir des troupes de montagne aguerries, un encadrement supérieur très efficace et aussi un tout autant efficace service de renseignement. L'armée austro-sarde qui l'attend est en supériorité numérique, elle dispose d'environ 72 000 hommes, tandis que Bonaparte n'en a que 47 000, et au-dessus de lui, juste un peu au-dessus, il y a l'armée des Alpes dirigée par Kellermann avec 20 000 hommes. Et c'est là que le grand stratège qu'il est et qu'il sera plus tard se dévoilera au grand jour. Il va appliquer sa fameuse méthode qui sera la sienne tout au long de son règne, c'est-à-dire tout d'abord séparer les deux armées, faire en sorte de les séparer, couper les lignes de communication entre elles et les écraser séparément. Il va donc commencer par une petite mise en bouche qui est le royaume de Sardaigne. C'est le maillon faible de la coalition, donc Bonaparte le sépare des Autrichiens, sépare les troupes sardes des Autrichiens, les force à reculer, menace Turin et conduisent le royaume de Sardaigne à demander un armistice. Cet armistice sera signé le 28 avril et c'est vraiment un coup de maître, parce qu'en 2 semaines, Bonaparte a déjà réussi à contourner les Alpes, à isoler un adversaire et il n'a plus qu'à se retourner contre les Autrichiens, ce qu'il va faire avec désormais une supériorité numérique de son côté. Dans sa stratégie, Bonaparte dispose d'un autre avantage par rapport aux autres armées, c'est qu'il est très rapide, ses troupes sont aguerries aux marches forcées de jour comme de nuit, il parvient parfaitement à coordonner son armée. Il est très rapide, il passe par les plaines du nord du Pô et parvient ainsi à faire reculer les Autrichiens en permanence jusqu'à ce qu'ils se replient vers le Tyrol. Sa stratégie, elle est géniale et elle est toute simple. Bonaparte disperse ses forces, certes, c'est ce qu'il cherche à faire avec les ennemis, mais c'est pas pareil. Il disperse ses forces d'abord après avoir bien étudié le terrain, mais ces forces doivent toujours rester à une distance de soutien mutuel. Ça permet tout d'abord de dissimuler l'axe réel de son offensive et il envoie aussi des opérations de diversion dans tous les sens afin de déstabiliser l'ennemi.
Et au final, il focalise ses forces sur un point afin de s'y retrouver en supériorité numérique et d'écraser l'ennemi. C'est génial, c'est tout simplement génial quoi, il n'y a rien à ajouter. C'est ce qu'il parvient à faire avec les Autrichiens, il se replie vers le Tyrol, mais il laisse 4500 hommes dans la place forte de Mantoue. La guerre n'est pas encore gagnée et Bonaparte se retrouve face à un dilemme puisqu'il a cette place forte de Mantoue à conquérir pour s'imposer dans la région, mais il doit aussi parer les multiples contre-offensives qui seront plus tard lancées par les Autrichiens. Il va alors se mettre en position de défense stratégique avec toujours des forces à distance de soutien mutuel. Il aura la plaine du Pô à disposition et les grandes vallées du nord de l'Italie pour ravitailler ses troupes, et il va attendre les Autrichiens fermement. Et c'est dans le positionnement infaillible de ses troupes qu'il se montre un génie, un véritable génie militaire de la coordination. On a appelé ça la guerre au compas. Les contre-offensives autrichiennes ne vont pas manquer. Entre juillet 96 et février 97, ils vont en lancer pas moins de 4. Très bien organisé, très bien implanté, Bonaparte parvient à contrer les 3 premières avec les batailles que l'on connaît de Castiglione, Bassano et Arcole. Pour la 4e offensive, en janvier 97, Bonaparte concentre ses forces à Rivoli, qui est un point de passage obligé des troupes ennemies sur la route de Vérone, et il occupe une position centrale parfaitement ancré sur le terrain. Il impose ainsi aux Autrichiens de fractionner leurs forces et du coup ça va compenser son infériorité numérique et il parviendra à les écraser magistralement en leur infligeant des pertes de 14 000 hommes, c'est la fameuse bataille de Rivoli. Cerise sur le gâteau, après cette bataille, les défenseurs de Mantoue, qui étaient repliés dans Mantoue, 4500 hommes, rongés par la faim et la maladie, finissent par se rendre. En mars 97, Bonaparte est le maître de l'Italie, il n'a plus qu'à s'enfoncer en territoire autrichien, ce qu'il fera, et il parviendra d'ailleurs à moins de 100 km de Vienne. Là, il est arrêté parce qu'il ne peut pas étirer indéfiniment ses lignes de communication, il va alors se transformer en habile diplomate. C'est là qu'il va négocier les préliminaires de paix de Leoben, le 17 avril 1797, puis ensuite le fameux traité de paix de Campo Formio, le 17 octobre suivant. Campagne terminée, merci, au revoir. Plus sérieusement, c'est lors de cette campagne que Bonaparte va montrer tout son génie, à la fois militaire et diplomatique, tout le potentiel d'un futur chef d'État. Il va aussi montrer tout son caractère et son indépendance vis-à-vis du directoire. Il n'obéira pas toujours aux ordres du directoire. En Italie, c'est lui le patron. Il s'érige en véritable proconsul, c'est lui qui décide de tout. Il dicte même ses ordres et ses directives au directoire, mais il a un bon levier pour ça. C'est l'argent, l'or et l'argent. C'est ça qui va permettre à Bonaparte d'acheter son autonomie face à un directoire aux abois. Il se transforme d'ailleurs en percepteur, il lève des impôts dans les États italiens et aussi il fait transférer les inestimables richesses artistiques jusqu'à Paris. De retour en France, une France avec une opinion publique qui est déjà lassée de toutes ces guerres, il sera aux yeux du public l'homme de la paix glorieuse. Il va acquérir une popularité immense et ce sera donc la première marche importante qui le mènera ensuite vers le pouvoir, le consulat et l'empire. Merci à tous d'avoir suivi ce nouvel épisode de La Petite Histoire. S'il vous a plu, n'hésitez pas à liker la vidéo, à partager, à commenter pour dire ce que vous en avez pensé. Et je vous donne rendez-vous mardi prochain pour un nouvel épisode sur TV Liberté. À bientôt.